Claude Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Je ne voulais pas être moi. Vous avez publié un certain nombre de livres jusqu'ici qui ont rencontré l'estime de la critique, puisque vous aviez publié notamment Qu'as-tu fait de tes frères, prix Jean-Jacques Rousseau. Vous avez publié aussi un autre livre qui avait obtenu, lui, le prix Femina de l'essai Qui dit que je est en nous. Qui dit je en nous? Qui dit je en nous. Pardon. Et puis Le Caméléon, prix Femina du premier roman. Bref, une bibliographie complète où vous mélangez à la fois le roman, la biographie, on va en parler, l'autobiographie, on va en parler dans un instant, et puis l'essai. C'est quelque chose que vous aimez bien faire. Alors, ce livre-ci a un titre évidemment particulièrement étrange. Je ne voulais pas être moi. Vous ne vouliez pas être ce que vous êtes vous-même, Claude Arnaud? Non, je ne voulais pas Parce être que c'est un moi. roman, alors... Oui, disons que c'est quelque chose qui essaie de tirer l'essence romanesque d'une vie, et d'une vie qui justement s'est donné la possibilité d'une certaine façon du roman, puisque cette nature dont j'avais hérité au sortir de l'enfance ne me plaisait pas. Je la trouvais pas assez forte. Qu'entendez-vous par nature? Eh bien, ce tempérament qui était le mien, qui était un tempérament accommodant, au contraire de mes frères aînés, qui étaient des tempéraments extrêmement trempés, intransigeants, radicaux. Et ils étaient par ailleurs mes aînés, donc évidemment plus forts en tout, plus avancés que moi, ayant beaucoup plus de connaissances des choses, des livres, de la vie. Donc du coup, je me trouvais comme le petit chose, comme ça, comme un troisième, un peu neutre, un peu pâle, pas assez affirmé. Donc du coup, c'est un travail d'affirmation, mais aussi d'invention. J'essayais de m'augmenter, de m'enrichir, de m'améliorer, parfois par des stratégies d'imitation de personnalités plus avancées que les miennes ou plus fortes que les miennes. Et c'est comme ça que j'ai gagné mes galons, si je puis dire, d'être humain. Mais c'est aussi une aptitude qui m'est restée en partie, qui fait que je peux me déplacer légèrement du chemin que je me suis tracé ou du rail dans lequel le destin me fait rouler pour, par un petit système d'aiguillage interne, essayer d'autres possibilités de vie. Vous dites, vous écrivez finalement, enfin, vous semblez penser que vous étiez trop conciliant, hein, Oui, dans cette oui. première partie de vie. Oui, certainement, trop conciliant. Aussi parce que je voyais la place occupée par mes frères aînés. Ils occupaient la place de l'intransigeance. Et comme toujours, il y a un théâtre dans une famille et que les rôles sont pris. À un moment, il faut trouver autre chose. Donc évidemment que de toute façon, je n'allais pas faire la même chose. Mais cette conciliation est aussi une grande aptitude dans la mesure où elle me permet, quand la vie, tout d'un coup, m'oppose un mur ou m'empêche, à un moment donné, de me développer ou me restreint, de faire un pas de côté plus facilement que mes frères aînés, dont le premier s'est suicidé et dont le second est mort dans des façons tragiques, noyé. Et chacune de ces morts était de cette façon comme la conclusion, comme toujours, pas forcément logique, mais quand même compréhensible, justement de destin trop clairement engagé et univoque, enfin, qui n'avait pas de possibilité d'alternative. Des frères qui avaient une personnalité très forte, Très d'ailleurs, forte, hein. voilà. Ils écrivaient aussi. Ils écrivaient aussi, mais s'interdisaient en même temps de publier, car pour eux, la publication était réservée aux écrivains. Or, ils n'étaient pas encore écrivains, donc ils ne pouvaient pas le devenir. Moi, qui ne pouvais, qui est le système de pensée inverse, qui était beaucoup moins doué qu'eux a priori. Par contre, je me suis autorisé à devenir écrivain, à la fois par contre-pied et aussi parce que j'ai développé cette aptitude qu'eux n'avaient pas du tout. Disons que je suis un être Vous dites à que vous étiez contrario. moins doué qu'eux, mais c'est le jugement que vous portez sur vous-même. Alors je peux dire qu'après, le fait d'écrire m'a développé et là aussi m'a enrichi. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est évident que c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Très peu de gens, même Rimbaud, on peut dire Rimbaud, avant l'écrivain de 17-18 ans, il y a un proto-Rimbaud qui écrit des poèmes relativement canoniques pour son époque à l'âge de 14-15 ans. Donc il y a toujours personne sort tout armé de la cuisse de Jupiter. Donc je ne dis pas, après c'est pas un jugement de valeur sur ce que je suis devenu, c'est plutôt une façon de dire un processus qui fait que moi j'y suis allé alors qu'eux avaient un tel respect pour la littérature qui avait remplacé la religion, comme parfois en France, que pour eux c'était un office sacré d'écrire, alors que moi je suis laïque de ce point de vue-là.
Mais mettons les points sur les i, Claude Arnaud. Vous dites, finalement, je sentais, une autre nature. Une autre nature, c'est que aussi, vous étiez plutôt attiré par les garçons. Oui, alors je suis dans la toute première partie de ma Alors c'est vie quoi? Vous en attiré aviez par honte? non, pas du tout, Non, pas du tout? non, pas du tout, pas un seul instant. Non, non, j'en Bah, ça étais vous très pose problème quand même. pas du tout. J'en étais très content, j'en étais très heureux et j'ai vécu ça très bien, assez facilement à Paris dans les années à la fin des années 70 où c'était déjà, quand même très facile, sauf si on naissait dans des familles où bon, désormais très minoritaire, qui interdisait absolument ça. Mais non, ce n'est pas du tout ça me posait un problème, c'est que c'est qu'au bout d'un moment, et là j'essaye d'être très sincère et parfois même dur pour moi-même, je le pense, ça ne marchait plus. Mon succès s'étiolait, j'avais passé la quarantaine, j'ai brutalement des opportunités qui se sont réduites énormément. Donc tout d'un coup, cette vie joyeuse, relativement facile de rencontres, voilà, qui tenait au charme, à la jeunesse, s'écroule et tout devient très difficile, tout devient très laborieux. Et il y a quelque chose dans ce labeur érotique, se casser sa croûte érotique, aller au charbon du désir, il y a quelque chose qui m'a fatigué. J'en ai eu marre et je le dis sincèrement, c'est fatigant d'aller tous les soirs, tous les 2 soirs, aller tenter Sortir. chasse, voilà, sortir, revêtir sa panoplie qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Il y a eu une espèce de... Mais Oui, est-ce que c'est pas la même chose pour tous les hommes ou pour toutes les oui, femmes? bien sûr, Un, bien sûr, bien sûr. un Certaines homme, disons un homme qui est hétérosexuel, hétérosexuels. une femme Oui, oui. qui n'est pas forcément elle aussi donc homosexuelle. Les choses sont plus faciles quand on a toujours moins de 40 ans, non? Bien sûr, mais je dirais quand même que là, l'homosexualité est plus brutale que l'hétérosexualité. L'homosexualité masculine est très brutale sexuellement. Qu'est-ce que vous voulez dire par brutal? Brutale parce qu'elle fait des choix érotiques très crus et à partir de catégories, de fraîcheur, de musculation, de silhouettage qui sont très crus. L'hétérosexualité est moins dure parce que globalement, je dirais, le choix des femmes ne se fait pas par l'œil, mais beaucoup plus par l'oreille, par la perception globale de la personnalité. Donc vous voyez des hommes qui, dans l'homosexualité, ne feraient pas un clou, quand même faire des très belles carrières amoureuses dans l'hétérosexualité. Ça, je l'ai vu très très souvent. Alors tout ça, c'est des généralités qui ne demandent qu'à être démenties et qui s'individualisent à chaque fois. Il y a des hommes... alors je dirais dans l'homosexualité, ce qu'il y a d'étrange, c'est que si vous atteignez 75-80 ans, vous retrouvez un vrai succès, parce que vous retrouvez une catégorie de garçons qu'on appelle les gérontophiles, c'est un nom un peu savant et médical, mais qui adorent les papis. Mais il faut tenir jusqu'à 75 ans, et j'avoue que j'avais pas cette patience. Alors, Donc, comme vous n'aviez pas cette patience, vous partez à en Haïti, En Haïti et où vous rencontrez là une femme qui va changer votre vie. Je vous ai dit déjà, c'est un changement d'aiguillage. C'est Geneviève. c'est un changement d'aiguillage, c'est spectaculaire. J'avais l'impression peut-être d'être comme, vous savez, dans les contes au XVIIe, au XVIIIe, les récits des voyages aux antipodes où les gens marchent sur la tête. On voyait à l'époque, on imaginait que les gens qui vivaient en Nouvelle-Calédonie ou en Haïti marchaient sur la tête. Voilà, je me mets à marcher sur la tête d'une façon. C'est complètement un autre monde. L'hiver là-bas, c'est l'été pour nous et réciproquement. C'est une culture, bon, Haïti, tout le monde en a une idée, mais en fait, c'est une idée très faussée parce qu'on ne voit que la catastrophe haïtienne, la misère haïtienne qui existe et qui est malheureusement est récurrente. Mais il y a aussi une lumière haïtienne, des couleurs fracassantes, une vie, un courage de vivre. Et comme moi, j'étais au fond du trou, mon trou d'occidental, de blanc, comme ça, dépressif, la vision de ce peuple debout, qui se bat, qui reste comme ça, qui a une fierté aristocratique parce qu'ils ont défait les troupes de Napoléon, c'est les seuls sur Terre, les seuls esclaves à s'être libérés et quand même à avoir battu... C'est la première indépendance. Première indépendance, voilà, de de ce qu'on a appelé des Antilles. après, voilà, des Antilles et du tiers-monde, de ce qu'on a appelé le tiers-monde. Donc il y a une grandeur dans ce peuple, il y a une souveraineté, il y a une aristocratie, et il y a du coup le fait qu'ils se soient révoltés à peu près au moment de la Révolution française fait que dans leur langue, dans leurs coutumes, dans leur façon de parler, de danser parfois, de se comporter, des restes à la fois de l'Ancien Régime et de la Révolution française. Et quand vous êtes de culture française et que vous arrivez là-bas, et que vous arrivez vraiment, et plus vous allez dans les campagnes, plus vous allez dans le fin fond du ce qu'on appelle le pays en dedans, et plus vous avez des traces sonores de ce temps historique long, et d'une certaine façon, ça m'a redonné confiance dans ma culture, dans mon pays, qui commençait déjà
douter de lui-même. Et ça m'a redonné du goût pour la vie. Effectivement, Geneviève, qui est un personnage magnifique et solaire, qui a ce rapport direct à la vie que j'avais perdu, qui a ce Ok, rapport premier. Geneviève. Alors Geneviève est une Haïtienne Vous nous qui faites rêver? je suis content, je suis content. Qui est une Haïtienne qui, comme tous les Haïtiens, a eu une vie aussi très cabossée, parce que sous la dictature, elle a perdu beaucoup de gens de sa famille, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence aussi dans ce pays, et qui avait fini par s'exiler à Paris. Mais le hasard veut que tous les Noëls, elle rentrait dans son pays, et que moi-même, j'ai commencé à aller... J'ai passé l'hiver en Haïti pour fuir la grisaille parisienne. Et cette espèce de double exil, si on peut dire l'indirect, et pour moi réciproque, a fait une rencontre voilà, forte, et sans doute parce que, oui, elle m'amène ce rapport à la vie immédiat, premier, qui me manque, et que le fait d'écrire n'améliore pas. Évidemment que le fait d'écrire constamment vous met en différé de la vie. Vous donne le pouvoir de ressusciter ce qui a été ou de réactiver ce que vous avez connu, mais du coup vous rend comme un peu un pas de côté par rapport au quotidien et au présent. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez finalement, et par rapport, j'imagine, à beaucoup d'entre nous, mené plusieurs existences, Claude Arnaud? Oui, parce que j'en suis conscient, parce que je pense que c'était un désir très profond. Je pense qu'une des mélancolies de la sortie de l'enfance pour moi, c'était de ne pas avoir la nature spectaculaire que mes frères aînés avaient, et deux, du coup, de n'avoir qu'une vie qui était la mienne. Et ça me rendait triste, et je me disais, mais c'est trop restreint. On devrait pouvoir en développer plusieurs. Et vraiment, ça, c'était une chose très, très candide, très ingénue, de cette façon, d'un enfant, mais qui m'a toujours porté, et qui fait que quand ça, tout d'un coup, oui, je me suis retrouvé bloqué existentiellement, j'ai toujours eu ce réflexe d'essayer de faire un pas de côté, de me décaler, et d'abandonner une position. En termes militaires, peut-être ça serait vécu comme une trahison, et certaines personnes, d'ailleurs, au départ, me considéraient comme quelqu'un qui avait une nature de traître, ce qui n'est pas le cas, effectivement, parce que je suis en même temps très fidèle, effectivement. Mais c'est vrai qu'existentiellement, on peut dire que je suis un traître, dans la mesure où j'abandonne des positions quand je les estime. Alors, un militaire vous dira que c'est normal, c'est partie de l'art de la guerre. Une position devient intenable, vous l'abandonnez. Mais d'autres vous diront, la grandeur, c'est Masada, c'est de tenir jusqu'au bout, quitte à mourir, et ce qu'ont fait mes frères. Mais je ne voulais pas mourir comme mes frères. Je voulais vivre, et de cette fratrie, nous étions 4, j'étais le 3e, et c'était pas possible de refaire ça. Je dois vivre, donc je dois survivre, y compris en m'accommodant et en utilisant cette nature finalement dont le côté accommodant finalement s'est retrouvé quand même être un atout énorme. Alors, est-ce que l'acceptation de soi est terminée, Claude Arnaud? Oui, alors je pense l'acceptation, elle a toujours été là, parce que j'ai Parce que toujours... je rappelle Oui, toujours, je hein, ne voulais je pas ne être... voulais pas être moi. Ça, Ouais, c'est le ouais. titre du livre. Alors disons que j'ai assez vite accepté le fait que je ne voulais pas être moi au départ, et que j'avais le droit d'essayer d'autres formules et d'autres possibilités. Alors ça a été assez vite accepté, mais peut-être la littérature, et je pense très sincèrement, le fait de pouvoir rassembler tous ces séquences de vie, parfois un peu contradictoires, et de créer un bout à bout, un chemin de fer, on dirait, dans la presse écrite, cohérent, avec une forme que je lui ai trouvée, parachève d'une certaine façon la réconciliation et l'acceptation de soi. Parce qu'à partir du moment où vous avez tout tient dans un récit articulé, avec justement cette problématique qui, je crois, traverse beaucoup de gens. Est-ce qu'on voulait, en sortir de l'enfance, être soi, ou est-ce qu'on aurait rêvé d'autre chose, ou d'habiter la maison d'en face, ou d'avoir la personnalité de la petite copine de l'école, ou du petit copain de la colonie de vacances, qui semblait plus doué, plus arrogant, plus facile, plus rentre dedans. Je pense que c'est une chose qui traverse tout le monde. Et voilà, le livre essaye de dire qu'il y a en tout cas de la marge de manœuvre dans la vie, qu'on n'est pas condamné à rouler sur des rails usés et rouillés. Finalement, un roman très optimiste. D'une certaine façon, oui, Ouais. même s'il passe par des étapes Il y a qui des sont hauts et des bas, mais oui. Je pense qu'il faut tenir... Il se termine sur une note particulièrement optimiste. optimiste. Il faut savoir tenir, il faut savoir se réorienter, il faut savoir tout accepter de la vie, parce que la vie vous inflige tout, le meilleur, le pire, en distribuant des cartes un peu dans le désordre. Donc il faut accepter ce désordre. Merci beaucoup, Claude Arnaud, Merci, pour ce Philippe. livre
qui a donc pour titre Je ne voulais pas être moi, qui est publié aux éditions Grasset. Et je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas vous faire rougir. Un livre qui est merveilleusement écrit aussi, parce que vous écrivez magnifiquement bien et vous avez une écriture que peu d'auteurs français ont aujourd'hui. Merci Merci beaucoup. infiniment.